Bonjour à tous et bienvenue à la section 3.10 où est-ce qu'on va parler de conservation de quantité de mouvement. Donc, trois objectifs ici. Définir tout d'abord ce qu'on entend par une collision en physique. On veut ensuite différencier les trois types de collisions qu'on verra là, dans nos exercices. Et ensuite, appliquer la conservation de la quantité de mouvement lors de ces collisions-là. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une collision? En physique, ce qu'on entend par collision, c'est une brève interaction entre deux objets pendant lesquels les forces internes, puis les forces internes, c'est une force qu'un objet va exercer sur l'autre lors de la collision. Par exemple, si on envoie là, un camion et une voiture se cogner, eh bien, la force que le camion fait sur l'auto, c'est une force interne. Les forces externes, ça serait par exemple la force gravitationnelle de l'auto, ou bien la force de frottement de l'auto. OK, ça c'est externe. Donc, lors d'une collision, les forces internes sont beaucoup plus grandes que les forces externes. Donc, essentiellement, ce qu'on voudrait dire, c'est que la force que le camion fait sur l'auto sera beaucoup plus grande que la force gravitationnelle de l'auto, par exemple. Donc, voici ici un exemple. C'est pas avec des autos, c'est avec des joueurs de hockey. Donc, on a deux joueurs de hockey qui rentrent en collision. Initialement, tous les deux se déplacent à 10 mètres par seconde. Le premier joueur va vers la droite à 10 mètres par seconde et le deuxième va vers la gauche à 10 mètres par seconde. Leur masse est identique. Tous les deux ont une masse de 120 kg. On dit que lorsqu'ils entrent en collision, leur vitesse passe de 10 mètres par seconde à 0. Ils s'arrêtent. Pas instantanément, mais presque. Ça prend pas beaucoup de temps pour s'arrêter comme ça. Ça leur prend 0,02 secondes. Et on remarque qu'après la collision, tous les deux sont à l'arrêt. Donc la question ici, c'est quel est le module de la force moyenne qu'exerce un joueur sur l'autre pendant la collision. Donc ici, on va justement comparer la force interne que les joueurs se font l'un sur l'autre pendant la collision versus leur force externe, qui serait dans ce cas-ci la force gravitationnelle. Donc, l'accélération moyenne d'un joueur lors de la collision, on peut trouver là, l'accélération moyenne par la définition de cinématique qu'on a vue au chapitre 1. Donc, variation de vitesse sur l'intervalle de temps. Donc, on a une variation de vitesse de 10 mètres par seconde sur un intervalle de temps de 0,02 secondes. Donc, ça donne un 500 mètres par seconde carré. Vous pouvez voir que c'est une accélération qui est très, très grande. La force exercée par chaque joueur est égale à F égale à masse fois l'accélération. Donc, ils ont une masse de 120, une accélération de 500. Ça donne 60 000 newtons. Donc, voyez-vous, là, une force de collision, là, une force interne, c'est vraiment des très grandes forces. Et si vous n'en êtes pas convaincu, voici en comparaison une force externe, leur poids, donc force gravitationnelle, c'est 120 fois le 9,8, ça donne 1176 newtons. Donc voyez-vous, la force interne de collision là, est beaucoup plus grande que la force externe. Bon, c'est ce qu'on dit ici. Compte tenu de la symétrie de cette situation-là, les deux avaient la même masse puis ils avaient la même vitesse initiale, donc c'était assez instinctif de dire qu'après la collision, tous les deux vont être rendus à l'arrêt, 0 mètre par seconde. Mais comment on peut prédire ça si les deux joueurs n'avaient pas la même vitesse? Ou bien s'ils n'avaient pas la même masse? Comment on aurait pu prédire la vitesse finale des joueurs de hockey? Bon, pour faire ça, on a besoin de ce qu'on appelle la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est un vecteur. C'est la lettre P qui est ici. Ça dépend de la masse de l'objet fois la vitesse de l'objet. Donc, c'est les deux paramètres qui sont importants pour la quantité de mouvement. Et pourquoi on a besoin de la quantité de mouvement? Eh bien, c'est que lors d'une collision, la quantité de mouvement est toujours conservée. Donc ça veut dire que l'addition de la somme de toutes les quantités de mouvement initiales, donc juste avant la collision, va être égale à la somme de toutes les quantités de mouvement finales, donc juste après la collision. Bon, je vais passer par-dessus ce petit détail-là, mais l'unité de la quantité de mouvement, l'unité de P qui est ici, ce sera les mêmes unités que masse fois vitesse, c'est-à-dire des kilogrammes fois des mètres par seconde. Ça revient à des newtons fois seconde, mais bon, habituellement, moi, je vais utiliser des kilogrammes fois des mètres par seconde. Donc ça, c'est la conservation de la quantité de mouvement, et c'est toujours vrai lors des collisions.
Donc là, vous avez vu, notre quantité de mouvement, c'est un vecteur, hein, parce que la vitesse, c'est vectoriel. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que quand on fera nos exercices, on voudra toujours décomposer nos quantités de mouvement en X et en Y. Puis ensuite, on pourra appliquer là, la conservation de quantité de mouvement en X et en Y. Ça, c'est deux choses indépendantes. Bon. Donc là, nous, on peut utiliser ça pour notre situation 1, nos deux joueurs de hockey. Hein? Donc, l'addition des quantités de mouvement initiales. Bon, là, c'est bien important, étant donné que c'est vectoriel, la quantité de mouvement, il faudra mettre un signe négatif lorsque la vitesse sera à sens contraire de l'axe X, et ce sera un signe positif quand la vitesse est dans le même sens que l'axe X. Donc, initialement, juste avant la collision, j'avais deux objets qui se déplaçaient. Donc, il faut que j'additionne la quantité de mouvement de mon joueur A avec la quantité de mouvement du joueur B. Ça doit être égal à la quantité de mouvement finale. La quantité de mouvement finale, on l'a vu, c'est 0 parce que les deux joueurs se sont arrêtés. Donc, s'il n'y a plus aucun joueur qui a de vitesse, ben, ça veut dire que la quantité de mouvement finale, ben, c'est égal à 0, par définition. Bon. Là, il faut s'assurer que ceci donne effectivement 0. Donc, allons voir le calcul. La masse du joueur A, c'est 120. La vitesse du joueur A, c'était 10, parce que c'est positif, lui, il se déplaçait vers la droite. Plus la masse du joueur B, c'est 120, fois la vitesse du joueur B. Bon, le joueur B, il se déplaçait de 10, mais vers la gauche. Donc, il faut mettre une vitesse négative, moins 10. Et donc, 120 fois 10, plus 120 fois moins 10, ça donne 1200 moins 1200. Donc, évidemment, on remarque que ça donne 0. Donc oui, ça fonctionne. C'est un exemple où est-ce que la quantité de mouvement est bien conservée. Alors, pour les collisions à deux dimensions, là, ce qu'on vient de voir, c'est juste une dimension, là. Mais à deux dimensions, il faut comprendre qu'on a deux objets. Donc, avant la collision, l'objet bleu aura une vitesse V1 initiale, l'objet rouge aura une vitesse V2 initiale. Donc, ils vont entrer en collision et après la collision, ils auront des vitesses finales, donc V1 finale, V2 finale. Chacune de ces quatre vitesses-là, il faudra les décomposer en X et en Y avant d'appliquer notre conservation de quantité de mouvement, comme ça ici, là. Okay? Parce que ça, c'est de façon vectorielle. Mais si on se souvient que si je veux additionner des vecteurs, il faut que je puisse le faire, les composantes en X avec les composantes en X, composantes en Y avec les composantes en Y. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on décompose toutes les vitesses en X, en Y, puis ensuite, on applique notre conservation de la quantité de mouvement en X, avec les composantes en X, comme on vient de le faire avec nos deux joueurs de hockey, en prenant soin de gérer les signes. Et même chose en Y, mais avec les composantes en Y des vitesses. Bon. Voici un exemple à une dimension. Donc, on a deux blocs ici qui vont entrer en collision. Donc, le bloc A de 0,5 kg et le bloc B de 1,5 kg vont entrer en collision. On peut voir ici leur vitesse initiale. Le bloc A a une vitesse de 4, le bloc B a une vitesse de 6 vers la gauche. Immédiatement après la collision, on remarque que l'objet A se déplace vers la gauche à 11 mètres par seconde. Et la question, c'est quelle sera la vitesse finale de l'objet B. Donc, tout de suite après la collision, l'objet B, est-ce qu'il va aller vers la gauche encore ou est-ce qu'il va rebondir vers la droite? On ne sait pas. C'est ce qu'il faut qu'on détermine. Alors, première étape, on va définir quels sont nos paramètres. Hein, on traduit l'énoncé en mathématiques. Donc, masse du bloc A, masse du bloc B, vitesse initiale du bloc A, vitesse initiale du bloc B. Remarquez le signe négatif. Hein, ben oui, parce que mon bloc B va vers la gauche. Sens contraire de l'axe des X. On se l'est fixé comme étant vers la droite ici. Donc, vitesse en X de A finale, vous voyez, c'est moins 11 parce qu'on va vers la gauche. Et vitesse de B finale, on ne sait pas. C'est notre inconnu. Donc là, nous, on veut venir appliquer ceci, la conservation de la quantité de mouvement. Donc, on a l'équation ici toute développée. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace les données là-dedans avec notre inconnu qui est vitesse du bloc B final ici. Donc, on remplace les chiffres en conservant les signes négatifs, bien entendu. On isole VBF et on trouve moins 1 mètre par seconde. Moins 1 mètre par seconde, ça veut dire que le bloc B continue de se déplacer vers la gauche à une vitesse de 1 mètre par seconde. Voilà. Donc ça, c'est ma vitesse finale. On me demandait aussi dans l'énoncé la quantité d'énergie cinétique qui a été perdue lors de la collision. Donc pour faire ça, il faut qu'on détermine tout d'abord l'énergie cinétique totale initiale. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Vous voyez,
l'énergie cinétique totale initiale, c'est l'énergie cinétique initiale de l'objet A, une demi-masse de A fois la vitesse de l'objet A au carré, plus l'énergie cinétique du bloc B initial, donc même chose, on remplace les valeurs, on obtient 31 joules. On fait la même chose du côté final, donc l'énergie cinétique finale du bloc A plus l'énergie cinétique finale du bloc B, on remplace les valeurs, on obtient 31 joules. Donc on peut voir que l'énergie cinétique totale initiale et finale est la même. Donc ça veut dire que lors de la collision, il n'y a pas eu d'énergie cinétique perdue. Okay? L'énergie cinétique a été conservée. Eh bien ça, quand on a une énergie cinétique qui est conservée, ça nous démontre que cette collision-là, elle est de type élastique. Donc, c'est ce qui m'amène aux 3 types de collisions. On les a ici. Donc, la collision élastique, c'est l'exemple qu'on vient tout juste de voir. L'énergie cinétique est conservée. Un bon exemple de collision élastique dans la vraie vie, c'est la collision entre 2 objets très rigides, comme par exemple des boules de billard. Il n'y a pas beaucoup de déformation lors d'une collision entre 2 boules de billard, donc c'est ce qui fait que c'est élastique. Il n'y a pas beaucoup d'énergie perdue. On peut même dire qu'il n'y en a aucune de perdue. Ensuite, il y a l'inverse, la collision inélastique. Dans ce type de collision-là, il y a de l'énergie cinétique qui est perdue. Donc, l'énergie cinétique n'est pas conservée. Donc, où est-ce qu'elle s'en va, cette énergie perdue-là? Eh bien, elle est transformée. Okay? Elle est transformée sous forme, par exemple, d'énergie sonore. Hein? Un son, c'est une déformation dans l'air. Donc, il y a de l'énergie qui se perd par là. Il peut avoir aussi émission de chaleur, donc ça c'est de l'énergie thermique, ou bien tout simplement d'être emmagasiné dans la déformation des objets. Par exemple, une collision entre 2 voitures. On s'en doute bien, une collision entre 2 voitures, ça fait du son, donc il y a une perte d'énergie sous forme sonore. Ça peut faire de la chaleur à certains endroits, bien sûr, là où les métaux se frottent les uns sur les autres, c'est de l'énergie de chaleur qui est perdue, ou bien carrément être emmagasiné dans la déformation des objets. Si les 2 autos vont suffisamment vite, les 2 autos vont se déformer, et donc c'est de l'énergie qui a été perdue à cause de cette déformation-là. Donc, c'est ça, énergie cinétique perdue. Ensuite, 3e type, c'est la collision parfaitement inélastique. Donc, il y a le mot inélastique, ça veut dire que l'énergie cinétique n'est pas conservée, parce qu'il y en a qui est perdu. Mais ça a une particularité ici. Dans le cas de parfaitement inélastique, les objets vont rester collés ensemble après la collision. Donc, c'est comme si les objets fusionnent ensemble lors de la collision et donc ils vont continuer à se déplacer ensemble juste après que la collision ait eu lieu. Donc, par exemple, une collision entre 2 boules de mastic. Bon. Du mastic, c'est essentiellement de la pâte à modeler. Là. Donc, si on envoie 2 boules de pâte à modeler ensemble, à grande vitesse, on comprend que les 2 boules vont coller ensemble et donc ça serait une collision parfaitement inélastique. Donc, ce qui différencie le type de collision, c'est l'énergie cinétique conservée, élastique. Inélastique, c'est pas de conservation d'énergie cinétique et si ça fusionne ensemble, c'est parfaitement inélastique. Mais par contre, dans les 3 cas, dans les 3 types de collision, toujours, la quantité de mouvement est conservée. Ça, c'est propre. Aussitôt qu'il y a une collision, là, quantité de mouvement conservée. Toujours. On ne se pose même pas la question si c'est conservé. Ça l'est toujours, nécessairement. Voici un exemple un peu moins évident d'une collision. Par exemple, si je lance une boule de pâte à modeler de 0,1 kg, puis je la lance comme ça vers la droite, je la lance vers le mur. Puis là, on remarque que après la collision, la boule de pâte à modeler se sera écrasée sur le mur, elle va rester collée au mur, puis on s'entend, le mur, il bougera pas. Il va rester stable. Donc, est-ce que cet exemple-là vient violer le principe de conservation de quantité de mouvement? On verra dans un instant pourquoi la réponse c'est oui, mais a priori, c'est peut-être pas évident, parce que quand on y pense, avant la collision, j'avais une quantité de mouvement. Ma pâte à modeler a une masse et elle a une vitesse, donc j'ai une quantité de mouvement. Et après la collision, tout s'est arrêté, donc j'ai plus de quantité de mouvement. Qu'est-ce qui marche pas ici? Bon. Ce qui marche pas, en fait, c'est que le mur n'était pas libre de se déplacer. Le mur était fixé au plancher. Le plancher
fait partie du bâtiment, le bâtiment est fixé au sol, le sol fait partie de la planète Terre. Donc, quand on fait une conservation de quantité de mouvement lors d'une collision, il faut toujours considérer quels sont les deux objets qui sont libres de se déplacer. Donc, autrement dit, dans notre exemple ici, notre collision, ce n'était pas une collision entre une pâte à modeler puis un mur. C'était une collision entre la pâte à modeler et la Terre. Parce que c'est la Terre qui supporte finalement la rigidité du mur. Et donc, la collision ici, c'est la collision entre la boule de pâte à modeler et la Terre. Et donc, c'est pour ça qu'on avait l'impression que ça marchait pas, mais dans les faits, ça fonctionne. C'est juste qu'on a compris que la Terre est tellement massive, t'as beau lancer une boule de pâte à modeler sur la Terre, ben, je suis pas sûr que ça va varier la vitesse de la planète. OK? Donc, retenez tout simplement ceci. Quand on a deux objets qui entrent en collision, il faut que ce soit deux objets qui soient libres de se déplacer, parce que sinon, c'est pas une collision qu'on pourra résoudre par le principe de conservation de quantité de mouvement. Voilà, donc c'est ce qui met fin à la section 3.10. On se retrouve très bientôt pour 3.12.